Bien chers téléspectateurs, merci d'être avec nous. La radio Fraternité Buenamontu, la radio-télévision du diocèse de Mbuji-Mayi, reçoit aujourd'hui le père Laurent Gatineau, qui est le prêtre Fidei Donum, qui est arrivé au diocèse de Mbuji-Mayi depuis le 16 septembre 2020. Il a été nommé deuxième vicaire à la paroisse Sainte-Marie en Ville-Miba. Aujourd'hui, la radio-télévision Fraternité a le plaisir de le recevoir. Grand Père, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Ok. Nous vous recevons aujourd'hui pour faire cette vidéo, essayer de refaire votre passé au diocèse de Mbuji-Mayi. Depuis 3 mois, vous êtes là. Et puis on va regarder la vie dans ses différentes dimensions, le plan religieux, le plan économique, le plan environnemental. On va essayer de survoler toutes ces questions rapidement. Et nous saluons à distance tous nos frères et sœurs qui sont assis en France et qui aimeraient bien regarder cette vidéo. Alors, Révérend Père, depuis que vous êtes là, ça fait 3 mois, pratiquement, 2 mois et demi, qu'est-ce qui vous impressionne? Beaucoup de choses. Cette ville est très impressionnante, le pays est impressionnant. Je dirais en premier la force des chorales. Les chorales, on est saisi dès le début, dès les premières cérémonies religieuses. Ici on chante avec conviction, avec joie, avec sourire, avec force. Les chorales sont très fournies avec des enfants, des jeunes, des hommes, des femmes. Et oui, ça, on est vraiment soulevé, presque porté, saisi par cette force qui s'exprime par le chant. C'est très impressionnant. Très impressionnant. Et l'implication des jeunes, ça vous marque particulièrement? Bien sûr, le pays est jeune, c'est une grande force de ce pays. La moyenne d'âge ici n'est pas du tout celle de la nôtre. On a aussi une population jeune et donc des assemblées liturgiques avec beaucoup de jeunes. Ça, c'est aussi une grande particularité de cette réalité congolaise. Ok. Est-ce que vous voulez nous dire comment devrait-on saisir cette force, la force dans le chant, la force dans la jeunesse? Comment est-ce que l'Église pourrait exploiter ça pour son avenir? Je crois que l'avenir de l'Église est déjà là, il est déjà dans cette jeunesse. Je suis frappé de voir par exemple le catéchisme qui se fait principalement oralement, mais où les jeunes viennent massivement et où ils sont heureux de venir au catéchisme. Je n'enseigne pas directement le catéchisme ici, mais je vois mes confrères le faire et les chefs des pères de famille aussi, des religieuses je crois. Donc le présent de l'Église est déjà là dans sa jeunesse. Et j'ai pu voir aussi de nombreux scouts lors des événements diocésains. Je ne les ai pas encore rencontrés directement, mais j'attends cette rencontre avec impatience. C'est très bien. Alors, depuis que vous êtes là, Révérend, vous êtes avec le clergé, vous êtes avec le Père évêque. Voulez-vous nous parler un peu de vos relations, de manière générale, avec eux? Alors, volontiers. J'ai été accueilli par Monseigneur Bernard Emmanuel dès mon arrivée. Dès ma descente de l'avion, j'ai été conduit en pleine réunion du conseil épiscopal. Voilà, donc j'ai pu saluer les vicars épiscopaux et Monseigneur l'évêque. Donc à mon arrivée à Mbuji-Mayi, j'ai pu le voir à plusieurs reprises lors de l'ordination diaconale de plusieurs diacres en vue du sacerdoce. Je l'ai revu à Sainte-Marie, j'ai pu le voir aussi personnellement chez lui. Et aussi à l'occasion de la messe d'enterrement de 2 frères prêtres ici à Mbuji-Mayi. Ce qui m'impressionne chez Monseigneur Kogolo, c'est sa capacité à résister à la chaleur, parce qu'il peut être avec
soutanes et chasubles Oui. pendant plusieurs heures de cérémonie. Là, j'avoue que je lui accorde mon respect. Oui. C'est fort. D'accord. À Sainte-Marie, vous êtes là, c'est une grande communauté. Comment trouvez-vous les horaires de messe, l'organisation sur le plan de la liturgie? Qu'est-ce Alors, que ça vous donne comme impression? Une impression de grande vitalité. Ça va intéresser, je pense, les diocésains de C, mais ici il y a 2 messes matinales tous les jours et la première messe commence à 5h55. Donc je me lève à 4h30 le matin pour dire le bréviaire et préparer la prédication. Première messe 5h55, une autre messe enchaîne, 2 messes anticipées le samedi soir et 6 messes le dimanche de 6h du matin jusqu'à 15h à peu près. Voilà. Donc une grande vitalité. Le dimanche, nous comptabilisons à peu près 2500 fidèles, 1 millier de jeunes, à peu près 500 enfants et 1 millier d'adultes à peu près. Ce sont des réalités assez impressionnantes et en tout cas inconnues chez nous. Donc à toutes les messes, les fidèles sont là, ils remplissent l'église et donc ça crée en vous quelque chose. Oui, une émotion d'abord pour les évangélisateurs de ce pays. Ce pays est d'évangélisation récente. Et moi, je pense aux missionnaires qui étaient là il y a un siècle, qui ont fait connaître et fait aimer Jésus-Christ ici. Et à peu près tout le monde se reconnaît chrétien. Alors il y a plusieurs églises, on va peut-être en parler, mais je ne sais pas, Mujimai, la moitié catholique à peu près. Mais en tout cas, le Christ est affiché sur les murs, sur les motos, sur les devantures des vitrines, loué soit Jésus, coiffure l'Éternel, pharmacie Alléluia. Enfin, ce pays a été, on va dire, vraiment évangélisé en profondeur. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude, de reconnaissance pour les Européens qui sont venus ici, qui ne maîtrisaient pas la langue, qui n'avaient pas l'avion. C'était vraiment des aventuriers. Bon. Aujourd'hui, nous profitons du fruit de leur travail. On peut parler français à peu près avec tout le monde. Le pays est chrétien. Il y a déjà une église organisée, bien organisée. Donc c'est beaucoup plus confortable. Okay. Mais vous avez cette émotion-là à voir le travail abattu par les missionnaires qui sont venus évangéliser l'Afrique et le Congo. Et aujourd'hui, vous avez une église qui fait face à certains défis. Vous avez par exemple la montée des églises du réveil. Vous avez l'islam qui arrive à grands pas. Est-ce que ça ne vous effraie pas? Est-ce que ça ne vous donne pas l'impression que l'un ou l'autre jour, l'église catholique romaine devrait perdre la pédale, par exemple? Tout ça, je n'ai pas encore assez de recul pour sentir les tendances, bien sûr. C'est vrai, j'aperçois ici et là des femmes voilées qui expriment cette présence très minoritaire, mais présence visible tout de même de l'islam. Alors je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, là vous savez plus que moi. En tout cas, ce qui est très impressionnant, ce sont les églises du réveil. Alors peut-être pour expliquer à ceux qui nous regardent, les églises du réveil, ce sont des, je ne sais pas comment dire, des églises évangéliques, pentecôtistes, néo-pentecôtistes, enfin, on peut dire ce qu'on veut. Il y en a plusieurs centaines à Mujimai, elles sont quelquefois collées les unes aux autres. Elles se ressemblent à peu près toutes, hein. Vous avez un hangar le plus souvent, très simple, très modeste, et puis un prédicateur qui vient donner la parole de Dieu, avec souvent une bonne sonorisation. À toute heure du jour ou de la nuit, je dis bien à toute heure du jour ou de la nuit, on entend, là on s'est mis dans un endroit au calme pour vous parler, mais on entend souvent des prédications en tout cas vigoureuses,
enflammés, criards, Amplifié par des haut-parleurs. par des haut-parleurs, Ouais. et même à 3h30 du matin, en pleine nuit. C'est pas une église par rue, c'est une église tous les 100 mètres. Ça exprime sans doute une soif de religieux, une soif de croire, une soif de spiritualité, mais aussi peut-être une désorientation. On ne sait pas qui dit la vérité, quelle est la bonne église, où est le vrai Dieu. Peut-être cela traduit aussi une certaine perte de repère. Oui. Alors, depuis que vous êtes là, vous participez à des célébrations, vous visitez les monastères, visitez les couvents, les communautés des religieuses et des religieux. Quelque chose vous frappe-t-il aussi? Oui, j'étais déjà venu au Congo il y a 2 ans, dans le bas Congo. Oui. J'avais trouvé les communautés religieuses bien organisées. Et cela se confirme ici dans le Kasaï oriental. Les religieuses sont bien organisées. Oui, ça on le sent tout de suite en visitant leur couvent et en les voyant aussi dans leur apostolat au quotidien. Samedi, j'ai pu participer à la profession perpétuelle de 2 jeunes sœurs. Très belle cérémonie, encore une fois bien organisée. Les sœurs sont très édifiantes. Et aujourd'hui, nous fêtons la bienheureuse Anuarité, Oui. Ngapeta, Nengapeta. Ngapeta, Oui. voilà, une religieuse martyre. Oui. Elle avait le désir d'être religieuse et elle était entrée au couvent même clandestinement, toute petite. Elle s'était cachée dans le véhicule qui accompagnait les novices au noviciat. Donc voilà, je pense que pour beaucoup de petites filles, la vie religieuse telle qu'elle est vécue ici aujourd'hui doit être assez attrayante. Ouais. Okay. Et les conditions de vie de manière générale, à regarder de près certains couvents, parfois il y a des communautés tout entières qui sont un peu à découvert, hein, sans être dans des enclos clôturés. Et comment trouvez-vous ces conditions de vie? Est-ce que ça donne vraiment à se concentrer à la vie de prière comme ce soir? Oui, il y a des communautés plus riches que d'autres, hein, certainement, peut-être aussi plus anciennes. Et certaines communautés religieuses sont assez pauvres et sont même démunies. Et, à découvert, faisait allusion à nos sœurs thérésiennes, c'est une communauté du diocèse. Les sœurs thérésiennes n'ont pas de clôture. N'importe qui vient peut passer par là, entrer voilà, dans leur jardin, prendre les fruits et légumes ou entrer dans leur propriété. Et c'est vrai que c'est l'occasion d'un appel pour peut-être les religieuses du diocèse qui nous écoutent. Les sœurs thérésiennes aimeraient beaucoup pouvoir construire une clôture autour de leur noviciat afin d'avoir un peu plus d'intimité, un peu plus de protection et pour éviter aussi toutes ces intrusions dans leur jardin qui est vraiment, vraiment décourageant. Elles ont un très beau domaine d'ailleurs, mais hélas pour l'instant non clos, ce qui est embêtant pour une communauté religieuse. Très bien. Alors, à Mbuji-Mayi, l'un de vos constats, c'est que le peuple de Dieu qui vit à Mbuji-Mayi, il aime la fête, il aime les manifestations festives, ainsi de suite. Ça, c'est l'un de vos constats. Oui, merci. Ouais. Oui. Les événements joyeux sont l'occasion de faire la fête et ici on aime bien chanter, j'en ai parlé, on aime bien danser, on aime bien se réjouir, on aime bien être ensemble et exprimer sa joie. Je pense que le peuple congolais est un peuple qui exprime ses sentiments et avec beaucoup d'enthousiasme. Et depuis que je suis là, j'ai pu participer déjà à de nombreuses cérémonies festives. Par exemple, dimanche dernier, nous avions une chorale qui se produisait en concert et le concert se transformait en joie collective et en danse avec le public, les invités, la chorale, les enfants. Et
sent que ici c'est comme un besoin naturel, c'est comme une manière de vivre. Une manière de vivre, on aime danser, on aime chanter longuement, mais c'est peut-être aussi là le moyen de supporter aussi toutes les causes de souffrance qui sont aussi la misère. Et peut-être qu'ainsi on peut parvenir à un certain équilibre, à une certaine joie de vivre en exprimant sa joie, son bonheur d'être ensemble, peut-être pour supporter aussi toutes les difficultés de la vie quotidienne. Alors, sur le plan de l'environnement maintenant, vous avez sillonné quelques rues et avenues de la ville de Mbuji-Mayi. Vous voyez les tissus écologiques qui se détériorent, il y a des ravins, tout ça. Il y a un climat parfois jusqu'à 32 degrés. Est-ce qu'il vous arrive de vivre, de tenir face à ces conditions climatiques? Alors je tiens pour le moment. Ce matin nous avons la grâce d'avoir un peu de fraîcheur, donc c'est assez agréable d'être là, on a même un peu d'air, c'est le coup, on le voit. Bon, c'est exceptionnel, la plupart du temps il fait déjà très chaud à cette heure-là, c'est assez difficile tout de même. Certains jours on est vraiment fatigué par la chaleur. Bon, j'ai la chance d'avoir un logement confortable et de pouvoir m'abriter en cas de forte intempérie. Bon, il fait très chaud, c'est chaud et humide, c'est difficile. Je tiens le coup de ce niveau-là. Et oui, alors je suis témoin des défis. Des difficultés environnementales. Ici à Mbuji-Mayi, il y a le problème des eaux de pluie, qui ravagent les routes, les chemins. Et on voit par exemple dans la ville des immenses crevasses qui sont créées par le ruissellement des eaux de pluie, de haute surface. Et dans mon propre jardin potager, j'ai vu les conséquences aussi des averses orageuses. Quand il pleut beaucoup. Ce sont des averses extrêmement violentes et cela provoque un ruissellement des eaux et un lessivage des sols. Et j'ai perdu plusieurs plants de tomates par exemple à cause de cela. Et je dois réorganiser mon jardin parce qu'il est régulièrement emporté par les flots. Et ça, c'est pas très bon pour les légumes. Mais on voit les dégâts surtout pour la voirie. Les eaux de ruissellement détruisent les routes et les chemins à grande vitesse. On voit par exemple des supports de béton et le chemin qui se trouve à 40-50 cm dessous. C'est-à-dire que toute cette terre a été emportée. Donc des immenses difficultés pour la voirie. Alors, maintenant, quand vous circulez dans la ville tout seul, un blanc parmi autant de noirs, ça ne vous effraie pas? Si, un peu quand même. Ouais. Alors je circule à pied, mais pas trop loin de la paroisse, oui. puisque à peu près tout le monde me déconseille de m'aventurer à pied trop loin. Oui. Il faudrait que je puisse au moins maîtriser un peu mieux la langue locale avant de m'éloigner plus loin, parce que je pourrais être vite en difficulté seul. Donc je ne peux pas aller très loin à pied. Le vélo n'est pas pratiqué ici, autrement que pour porter des charges. J'ai fait quelques déplacements en moto-taxi, alors avec beaucoup de bonheur puisque j'étais motard en France, donc je retrouve les sensations de la moto, mais ici c'est sans casque, dans une circulation assez anarchique, et en pensant que si je me blesse, je n'aurai pas forcément accès aux soins médicaux aussi facilement que chez nous, donc je dois essayer d'être prudent. Voilà. Mais les motos ne roulent pas très vite ici, heureusement. La plupart du temps, je me déplace en voiture par un véhicule qui m'est prêté, un véhicule tout-terrain, voilà, qui me une bonne protection, mais qui me fait aussi passer pour un riche, ce qui est
être un petit peu embêtant. Qui peut occasionner aussi quelques quiproquos avec la population. Un blanc dans son 4x4, on se dit c'est un riche, alors que pas forcément. Pas forcément vrai. Et l'alimentation, vous adaptez bien? Est-ce que vous trouvez des aliments qu'il faut pour votre santé? Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés particulières, par exemple? Pas de Est-ce que difficulté. vous trouvez ce que vous voulez manger sur le marché local? Oui, je trouve, oui, je suis bien nourri, je suis vraiment privilégié. Donc je mange bien et j'ai bien mon purée. Je souhaite manger le plus possible congolais et en ayant recours le moins possible à des produits importés. Alors pour l'instant, je consomme encore un peu de café et de thé, voilà, qui ne viennent pas d'ici. Oui. Mais je mange le foufou, ce matin au petit déjeuner j'ai mangé un épi de maïs cuit, des bananes plantains cuits dans le sucre et l'huile. Je découvre la nourriture locale, je n'ai pas goûté à tout. Si, j'ai goûté aux chenilles. Les chenilles ont un goût de merguez grillé. Et j'ai goûté aussi les fourmis rouges. Je vais pas trouver ça très bon. Bon, ça va intéresser nos auditeurs. Voilà. J'aime bien manger un peu de piment aussi, mais le piment est très fort ici, il faut faire attention. Et vous êtes déjà arrivé de vous rendre au marché local? Ah oui, alors le marché c'est... Ah oui, alors c'est une expérience unique. Le marché Bakwa-Dianga, le grand marché ici de Mbuji-Mayi, Oui. c'est une ambiance vraiment... on ne peut pas se représenter, je pense, tant qu'on n'est pas venu en Afrique. C'est difficile à raconter. J'aimerais bien filmer ou prendre des photos, mais ça me paraît un peu compliqué, donc désolé, je ne peux pas vraiment me permettre de prendre ce risque. Pour ceux qui ont vu le film Mad Max, une espèce d'apocalypse post-industriel, on a des carcasses de camions, ou en tout cas des véhicules transformés, complètement surchargés, avec des gens dessus sur les côtés, et puis une foule très serrée, une foule immense, un trafic routier de motos et de camions très très serré, et quelquefois des aspects un peu moyenâgeux. Il faut connaître quelqu'un pour trouver ce que l'on cherche, avoir des guides, passer par des contacts, ainsi de suite. D'abord faire connaissance, entrer en relation. Les prix ne sont pas affichés, on discute, mais c'est aussi un... Tout est verbal. C'est verbal, c'est très vivant, très fort, c'est très intense. J'avoue y avoir vécu des émotions très très fortes. Ouais, c'est une expérience. Alors, la cuisine à la maison, vous la faites vous-même? Vous avez une bonne? Comment ça s'organise? Est-ce que vous avez le goût de la faire vous-même? Comme ça se fait chez vous en Europe? Ah, merci. Alors, j'aime beaucoup cuisiner, j'ai le goût de la cuisine, mais là, ici, à la paroisse, je n'ai même pas la clé de la cuisine. C'est le domaine réservé aux femmes. Donc, je n'ai pas, la possibilité de cuisiner moi-même. Nous avons deux mamas, j'appelle comme cela, deux mamas qui sont chargées de la cuisine, qui le font très bien. Voilà. Alors c'est très différent, bien sûr. Pour ceux qui nous regardent, il n'y a pas de gaz ici, ni en bouteille, ni en réseau. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas pratiquement plus d'électricité non plus. Donc la cuisine se fait au charbon de bois, dans des petits braseros, ou dehors, avec des bassines, voilà, selon des méthodes propres au lieu, quoi. Et on entend le matin le pilon. Oui. Le pilon, c'est les femmes qui écrasent le foufou, le manioc. Le manioc, même le maïs aussi. Ou le maïs. Oui, soit le pondou, les feuilles de manioc. C'est ça. Ça se pile. Ça se pile. Ouais. Donc tout ça, je l'entends, je le vois de loin, mais pour l'instant, je ne participe pas à la cuisine et je n'y suis pas non plus convié. C'est un domaine voilà, réservé. Ici, la société est assez segmentée, Oui. je pense, et bon, je n'ai rien à... Enfin, je n'ai pas à expliquer cela. Alors, Père Laurent Gatineau, depuis 2 mois et demi que vous êtes là, je sais que
la langue, c'est quelque chose qui peut vous faciliter l'intégration dans le milieu. Vous êtes invité à vivre dans une communauté qui majoritairement s'exprime aussi en langue locale. Comment faites-vous pour vous familiariser avec vos fidèles, Sainte-Marie et les fidèles du diocèse de manière générale? Tonga Chiluba, Wakula, Chiluba. J'apprends le Chiluba, j'essaye de parler Chiluba le plus possible dans les salutations. Betwaou papa, Betwaou mama, Betwabo, Nishai, Olaï, voilà. Moyo Eno. J'apprends progressivement la langue. Je participe à des cours dans un centre d'alphabétisation. J'ai un cours particulier donc, de langue Chiluba. Je l'apprends à l'écrit et à l'oral. Voilà, à l'écrit pour pouvoir dire la messe en Chiluba. Je pourrais bientôt dire l'ordinaire de la messe en Chiluba. Et puis à l'oral aussi, ça c'est un peu plus difficile de parler à l'oral. Mais en tout cas, je sens que les gens sont très touchés et sont très heureux quand je dis une parole en Chiluba. Ah oui. Ils doivent naturellement être contents quand ils vous entendent parler leur langue. C'est très fort. Donc ça fait de la joie. Alors, on va bientôt terminer notre interview. J'aimerais que vous puissiez vous adresser à nos amis qui sont en France, assez. Je sais que vous avez appris, vous comme nous, que bientôt Monseigneur Jacques Habert, qui a été l'un des maîtres de ce jumelage que nous vivons actuellement au diocèse de Mbuji-Mayi, entre le diocèse de Mbuji-Mayi et le diocèse de Sé, Monseigneur Jacques Habert pourra aller ailleurs. Est-ce que vous avez un mot à lui adresser? Monseigneur, j'ai appris votre nomination dans le diocèse de Bayeux-Lisieux. Je l'ai appris par Monseigneur Bernard Emmanuel lui-même qui m'a téléphoné. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de grâce dans cette nouvelle émission. Mais vous ne partez pas en territoire inconnu, c'est le diocèse voisin. Vous avez déjà de nombreuses connaissances, où vous êtes connu et vous connaissez déjà beaucoup de monde. Donc c'est un petit déménagement qui suit d'ailleurs un peu la famille Martin, qui a commencé à Alençon pour aller à Lisieux. Donc je vous souhaite bonne route à Bayeux-Lisieux et puis je souhaite que le jumelage que vous avez initié se poursuive, se fortifie avec votre successeur. Très bien. Un mot à Monseigneur Bernard. Ce sont des amis qui se sont connus il y a longtemps et qui ont initié ensemble ce jumelage. Peut-être que Monseigneur Bernard pourrait rester avec un sentiment de tristesse à voir que son ami quitte de ses amis. Est-ce que vous pouvez dire aussi un petit mot à Monseigneur Bernard? Monseigneur Bernard Emmanuel est un ami proche de Monseigneur Habert, donc je pense que les deux évêques vont rester en lien et sont des amis de longue date. Donc je pense que leur amitié n'est pas remise en cause, et ni les contacts ni les partenariats. Je remercie Monseigneur Bernard Emmanuel de me recevoir dans son diocèse, de la confiance dont il me témoigne. Je souhaite l'accompagner au mieux dans ces divers projets ici. Nous avons une boulangerie en cours nous allons bientôt faire les premiers essais de fabrication de pain et de nombreux autres projets. Une imprimerie bientôt aussi, qui va voir le jour. Donc, si je peux être utile à Monseigneur Bernard Emmanuel dans ces projets, je réponds présent. Alors vous avez de la famille en France, vous avez peut-être vos anciens fidèles que vous avez connus dans diverses paroisses. Coucou à mes parents qui me regardent, mes deux frères Olivier et Jean-Baptiste, et puis tous ceux que je connais dans les divers lieux que j'ai fréquentés du diocèse, presque tout le diocèse. Je suis originaire de la chapelle d'Andenne, donc je salue les paroissiens
de Sainte-Geneviève-des-Andennes, ceux des lieux où j'ai pu résider, La Ferté-Massé, Athis-de-l'Orne, Domfront où j'ai effectué ma scolarité, et puis les paroisses où je suis passé, Alençon, C, l'Aigle et le sanctuaire de Montligeon. Ok. Alors, très chers amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous recevions ce matin le père Laurent Gatineau, qui est le prêtre fidèle d'Onom, qui est au diocèse de Mbuji-Mayi, je le rappelle, depuis le 16 septembre 2020. Il est là, il a accepté de répondre à notre rendez-vous ce matin. Mon père, nous vous disons grandement merci. Merci. Et à très bientôt. Merci également à toute l'équipe technique de la radio-télévision Fraternité, Nono Panda, Kalenga, Raphaël Kongolo et tous ceux qui ont concouru à la réussite de cette émission. Nous vous remercions et nous vous disons au revoir.